tête de l'Institut suite aux élections du 20 octobre 2015. Il est rentré officiellement en fonction le 25 novembre de cette même date. Docteur, bonsoir. Bonsoir. Je vous laisse vous présenter. Je suis Dr Faye, directeur de l'ISFAR depuis le 20 octobre, après les élections, et officiellement installé le 25 novembre 2015. Donc, comme vous le savez, je suis un ancien étudiant, donc l'ENSR, devenu aujourd'hui l'ISFAR de Bombay, sur la 27e promotion pour les forêts. Et j'ai fait le plus gros de ma carrière à la recherche forestière, donc depuis ma sortie de l'ENSR en 1992 jusqu'à 2010. Date à partir de laquelle donc, je suis revenu au Bercail, j'allais dire, à mon ancienne école, pour commencer ma carrière d'enseignant-chercheur. Et j'ai été donc chef de département. Et puis, depuis 2015, donc, nouveau directeur de l'ISFAR. Bonsoir, monsieur le directeur. Bonsoir. Nous vous remercions encore une fois de votre disponibilité. Étant donné que vous êtes un pur produit de l'ISFAR, le plus jeune, comme vous l'avez bien dit lors de votre passation de service, mais aussi le premier ISFARien à diriger l'Institut. Qu'est-ce que ça fait pour vous? C'est un sentiment de fierté, un sentiment de grande joie, mais également un sentiment de quelqu'un qui a en face de lui un défi à relever, puisque être le premier ISFARien à diriger son ancienne école, son institut, n'est pas donné à tout un chacun. Donc c'est une chance et c'est le destin qui a, avec un concours de circonstances, qui ont fait que je suis aujourd'hui le premier ISFARien à diriger cette école. Donc c'est très important à mes yeux et c'est une motivation supplémentaire pour essayer donc de faire le mieux pour relever les défis du moment, mais également pour porter l'école à des niveaux de développement sur tous les plans extrêmement importants. Comme vous venez de le dire, vous avez été d'une situation un peu critique de l'établissement. Est-ce que vous pouvez revenir sur les stratégies pour relever les défis? Oui, la situation de l'ISFAR est ce qu'elle est, nous le savons tous. Bon, ce n'est pas une situation tout de même lamentable, mais la situation n'est pas facile. Nous avons commencé donc, malheureusement ou heureusement, avec des difficultés inhérentes un peu, comme vous le savez, au mouvement de grève en fait, des étudiants de l'ISFAR. À peine un mois et demi après ma prise de fonction. Donc c'est à la fois difficile, mais aussi c'est une occasion pour moi aussi de montrer un peu ce qu'on est capable de faire en période de crise. Et je vois les choses avec philosophie, parce que la vie est ainsi faite, la vie des institutions comme des hommes, c'est ponctué de haut et de bas. Mais en tout état de cause, on prend les choses avec philosophie et on cherche à trouver des solutions aux problèmes de l'heure pour dépasser rapidement la situation et mettre en branle un peu, mettre en route un peu notre stratégie, notre philosophie et mettre en route surtout, mettre en place le système d'organisation que nous avons imaginé ensemble et que nous devons mettre en place pour relever les défis du moment et mettre en place les bases d'un développement actuel et futur de l'ISFAR. C'est un peu cela. Et cette stratégie, en un mot,
est basée sur, comme je l'ai toujours dit, la concertation et le consensus, mais également sur une communication permanente avec l'ensemble des acteurs de l'école, que ce soit les étudiants, qui sont pour moi et à mes yeux une composante importante de l'activité que nous sommes en train de mener au niveau de l'ISFAR. Je les considère comme des partenaires qui doivent participer à la mise en œuvre de notre projet de développement de l'ISFAR, mais également donc à la concertation qui sera organisée. Tout comme les PATS, le personnel d'appui technique et de service, doivent jouer un rôle important, mais aussi les enseignants-chercheurs, les pairs, qui doivent également, avec nous et avec l'ensemble des autres composantes, réfléchir sur le programme que nous avons proposé, discuter, amender, apporter un input, synthétiser, planifier ensemble, exécuter ensemble, évaluer ensemble et redresser ce qui doit l'être. C'est comme ça que je vois les choses et qu'ensemble nous nous mettons à faire aussi le suivi dans une dynamique permanente de communication à travers des organes nouveaux et non statutaires mais indispensables pour permettre en réalité une communication permanente à travers des conseils, des réunions de coordination, des réunions en fait du conseil de la commission d'innovation pédagogique et technique, mais également à travers les rencontres régulières et cette fois-ci mensuelles avec l'ensemble des composantes, une rencontre mensuelle avec les étudiants, une rencontre mensuelle avec les PATS, mais également avec les pairs. Voilà un peu ce que je pense devoir être important, c'est-à-dire une communication permanente à travers des rencontres régulières. C'est un élément essentiel pour faire du management moderne. Merci, directeur. On a vu que vous avez commencé à réaliser certains points cités lors de votre discours de prise de service, étant docteur. Sur le plan pédagogique, quelle orientation comptez-vous donner au système LMD, particulièrement au système des examens recoupés? Oui, le LMD est un choix de gouvernance de l'enseignement supérieur donc, au Sénégal. Et je pense que globalement c'est un bon système puisque c'est un système universel aujourd'hui. Et tout système a ses points forts et ses points faibles. Mais pour le LMD et pour ce qui nous concerne, nous ferons tout pour que les conditions d'un déroulement du programme LMD soient réunies pour une application correcte et durable de ce système au niveau de notre école. Concernant le point précis sur les examens regroupés, je dois vous dire que ce n'est pas nouveau, parce que moi-même, entre 89 et 90, nous étions ici à Bambey, puis à Ziguinchor, et nous appliquions déjà le principe des examens groupés. Et nous nous en sortions très bien, parce que nous avions le temps de préparer, le temps de révision pour préparer les examens, et ça se passait. Donc ce n'est pas quelque chose de nouveau. Et pour moi, je ne trouve pas que ce soit un problème de faire les examens groupés. Maintenant, ensemble, nous discuterons de tout. Et comme je l'ai dit, je mets en avant la concertation. Si on fait la concertation, on réussira à trouver des solutions à tous les problèmes. Et il faudra donc que chacun comprenne cela et qu'on se mette pour les points essentiels autour d'une table et qu'on trouve des solutions. Nous avons pu faire une canne avec quelques étudiants. Nous vous laissons visualiser ensemble après pour revenir sur la discussion. Donc, moi je m'appelle Khady Diom, je suis de la 49e promotion filière agriculture. Donc, si vous me demandez de parler donc, le directeur El Hadj Faye, donc j'en serais très contente parce que je vois qu'il est un homme dynamique dans sa pensée. Je vois aussi qu'il est rigoureux lorsqu'il fait les cours. Donc,
s'il est aujourd'hui à la tête de l'Institut l'ISFAR, je crois qu'il va installer le dynamisme dans l'Institut. Il n'a pas cessé donc de nous donner des conseils en classe. Donc les suggestions que je vais faire, je vais lui demander est-ce qu'on ne pouvait pas donc réduire les maquettes des filières pour que la formation puisse se faire dans 3 ans. Parce que nous sommes la 49e promotion, on a déjà fait les 3 ans et nous sommes restés ici jusqu'à présent, on ne peut pas terminer les maquettes. En tant qu'étudiante, je lui souhaite bonne chance et j'ai prie au bon Dieu pour qu'il puisse terminer donc, ce qu'il veut faire à l'ISFAR en paix. Merci. Merci beaucoup le CMJ. Avant tout, je vous remercie pour l'initiative que vous avez. Mais quand vous nous donnez la parole pour parler quelque chose qui concerne l'Institut, donc nous sommes très motivés parce que l'ISFAR, c'est notre ISFAR en quelque sorte. Et aussi, pour parler du directeur aussi, nous sommes très motivés. Et avant tout, on commence par le féliciter par le fait qu'il est à la tête de cet institut. Et aussi, c'est une personne dont j'ai connu lorsque j'ai fait quelques mois à l'ISFAR par rapport à des informations que j'ai recueillies de nos aînés. Mais pour dire, c'est une personne qui est trop ambitieuse et aussi qui a toujours soutenu l'agent dans ses démarches sur le plan financier, même par des conseils. Donc c'est une personne qui s'est longtemps souciée de l'ISFAR. Donc si le bon Dieu fait qu'il soit à la tête de cet institut, nous, en tant qu'étudiants, nous sommes prêts à l'accompagner dans sa vision, dans ses projets. Et aussi, je tenais à préciser que le peu de temps qu'on a eu à travailler ensemble dans le cinquantenaire, c'est une personne qui m'a séduit parce que c'est une personne trop engagée qui respecte ses paroles, encore une fois. Mais aussi pour revenir juste sur la gestion de l'Institut, comme c'est Dr El Hadj Faye qui est à la tête de cet institut, nous, notre préoccupation première en tant qu'amis de la nature, c'est les 37 hectares que résorbe l'Institut. On ne voit pas l'importance qui est attestée à l'environnement. Et le savoir-faire ainsi que le savoir réside dans notre institut. Donc, moi, je voulais lui demander quels sont ses projets concernant les potentiels que résorbe notre institut. Le deuxième point qui me préoccupe, c'est les mutations que nous sommes en train de subir. L'ISFAR qu'on connaissait maintenant et l'ISFAR d'actuel diffèrent. Et aussi l'ISFAR qui est parmi les plus vieux instituts du Sénégal, qui devait occuper une place de choix, manque à gagner le terrain. Parce qu'il y a beaucoup d'opportunités, il y a beaucoup de choses qu'on faisait avant qui a tendance à disparaître. Et aussi, dans le monde actuel où il y a la concurrence, il y a de nouveaux instituts, ou bien il y a de nouvelles instituts qui sont en train de se naître. Donc, quels sont ces projets pour essayer de replacer l'ISFAR à la place qu'il occupait dans notre cher continent, mais aussi sur le plan international? Parce qu'il y a beaucoup de choses que nous sommes en train de perdre concernant la pratique, concernant aussi sur le plan de l'enseignement aussi,
est-ce que nous sommes en train de changer avec le temps? Parce que l'histoire de 50, des années 70, est-ce que ça doit être l'histoire de 2015, 2016, bien de 2017? Mais c'est ces mutations-là que je ne sens pas. Est-ce qu'il a des projets concernant ces mutations pour qu'on puisse replacer l'histoire dans ce classement dont il occupait une place de choix? Et aussi, on le remercie, et aussi nous, en tant que les amis de la nature, au nom du Bureau national aussi du Club Azan, nous sommes prêts à l'accompagner dans tous ses projets, dans toutes ses missions, et on le souhaite bonne chance. Yalla ko yalla japp. Bonjour, c'est Moussa Diop de la 51e promotion. J'ai l'honneur plaisir de vous parler un peu du nouveau directeur de l'ISFA, à savoir M. El Hadj Faye. C'est vrai que je ne le connais pas assez bien, mais à travers son discours lors de la passation de service, on voit qu'on a un vrai leader, un homme plein de talent, plein d'ambition et qui est prêt à tout faire pour la bonne marche de notre cher institut. Mais cependant, j'ai une question pour lui. Est-ce que, monsieur le directeur, vous êtes prêt à valoriser le CAP, c'est-à-dire des projets qui vont impliquer l'ensemble des élèves ingénieurs pour la bonne marche de notre institut? Ainsi, je vous souhaite une bonne continuation et merci. Merci beaucoup. Je commencerai par remercier en fait ce que j'ai appelé donc mes camarades des promotions qui se sont prononcées au nombre de 3. Vous avez tenu compte aussi de la dimension genre parce que vous avez interviewé d'abord une fille et je la remercie pour son jugement et pour ses prières et sa préoccupation concerne un peu la résorption du gap en fait au niveau de la formation IT à l'ISFA. C'est une préoccupation, une des préoccupations majeures. Et c'est une question sur laquelle nous sommes régulièrement interpellés aussi par les autorités au niveau du rectorat, mais également ministériel. Les gens ne peuvent pas comprendre pourquoi une formation de 3 ans va jusqu'à 4 ans ou un peu plus. C'est un problème qui me tient à cœur et que je compte aborder avec l'ensemble des acteurs. Cependant, ce qu'il faut dire tout de suite, c'est que pour résorber le gap, il faut que toutes les composantes du système y mettent un peu de leur, quoi, si je peux m'exprimer ainsi. Il faut qu'on évite déjà de perdre du temps à la rentrée, à l'accueil des nouvelles promotions. Si vous prenez l'exemple de cette année, la 52e promotion, depuis octobre, on a pu démarrer les cours. Donc on va perdre 2-3 mois, voire plus, suivant, selon que la grève continue ou s'estompe. Donc ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est effectivement les perturbations. Tant qu'il y a des perturbations, on perdra du temps et on va augmenter le gap. Le troisième élément, effectivement, c'est un peu, comme elle l'a dit dans sa question, elle pense que les maquettes sont surchargées et qu'il y a un problème à ce niveau. Donc moi, l'idée que j'ai de ça, c'est qu'on doit tous faire un effort dans la planification des enseignements et qu'on doit programmer de façon précise l'ensemble des unités d'enseignement et des éléments constructifs en partant du calendrier académique, de l'année académique, du premier jour au dernier jour, travailler à caler tous les enseignements dans cette fourchette. Et ça, c'est un exercice qu'on doit absolument faire. Et au bout du compte, ce qu'on devrait avoir, c'est un calendrier précis
des enseignements, y compris des sorties pédagogiques et des stages, et qui sera imprimé sous forme de brochure et distribué à tous les acteurs, les étudiants, y compris les enseignants aussi, et les vacataires, de sorte à ce que chaque enseignant et chaque vacataire et chaque étudiant, de sorte à ce que chacun d'eux sache à chaque jour précis, à chaque heure précise, ce qu'il doit avoir comme enseignement, qui doit le faire. Ça permettra en fait de mieux mobiliser les vacataires qui intégreront dans le calendrier cette planification-là, et que tous les autres enseignants permanents également sachent qu'ils ont des cours précis à des moments précis, et que le système LMD ne peut pas s'accommoder de retard ou de cours non déroulés dans le temps imparti. Ça, c'est un exercice que nous devons faire. Je pense que j'en ai déjà parlé. Et aussi, des efforts devront être faits également pour résorber le gap, à augmenter un peu le temps d'études dans la journée et dans la semaine. Déjà, c'est en cours. Bon, les enseignants, en fait, donnent quand même avec les étudiants du temps supplémentaire par rapport à la journée normale de travail. Et on devrait continuer également sur cette dynamique-là. Et également faire des efforts pour rattraper en augmentant, en sacrifiant certains temps de repos. Voilà. Donc l'un dans l'autre, il y a des idées qui sont en train d'être mûries et qui devront figurer sur le plan d'action qu'on devra finaliser sous peu et valider ensemble en interne. Donc on proposera vraiment des solutions par rapport à cela. Et si le programme d'action bénéficie de l'adhésion de tous et de l'engagement de tous, je suis sûr qu'on pourra réussir donc à résorber ce gap-là assez rapidement. J'ai bon espoir par rapport à ça. Maintenant, pour les autres questions, Babacar Diouf a un peu parlé du CAP et des projets, et un peu de l'avenir. Je le remercie également pour ses prières et pour son témoignage. Et je dis également que c'est quelqu'un que j'ai pratiqué aussi pour le cinquantenaire et qui m'a séduit également par son engagement et par sa rigueur aussi. Et aussi son honnêteté, à la fois intellectuelle et morale. Ça, c'est ce que j'ai pu constater en tout cas. Et pour le CAP, c'est quelque chose, c'est une composante de notre système d'enseignement pratique qui a un peu dégringolé, pour ainsi dire, par rapport à nous, la situation que nous avions connue dans les années 90. Ça me fait mal au cœur et je pense que nous sommes tous conscients de la situation un peu désagréable, un peu décevante au niveau du CAP. Et nous devons changer les choses. Et si vous visitez un peu le plan stratégique qui a été validé entre le 28 et finalisé, j'allais dire, entre le 28, 29 et 30 décembre dernier, il est prévu en fait de faire un DAFAR. Ce qu'on appelle le DAFAR, c'est un domaine agricole de formation, d'application et de production avec des projets qui permettront vraiment de mettre en valeur le CAP avec les étudiants, avec les PATS, avec les enseignants. Pour cela, nous devons réorganiser le fonctionnement du CAP. Et des idées sont avancées et on va partager au niveau de l'école. On va choisir un schéma de gestion nouvelle du CAP et on va travailler à développer des projets avec des partenaires que nous allons chercher dans le privé, mais également dans le public. Sans exclure également les idées de projet des étudiants qui sont des partenaires, qui sont une composante importante et qui peuvent aller aussi chercher des financements et nous leur assurons notre accompagnement au niveau du CAP. Et tout ceci devra être organisé. Donc nous allons réfléchir à travers une réunion sur le CAP pour reprendre un peu ou revaloriser un peu les résultats des diagnostics passés et tirer les conclusions et faire une nouvelle planification des actions immédiates qu'on doit mettre en œuvre. Et ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur.
Par rapport au projet, nous devons développer en réalité la recherche aussi. Nous sommes un institut d'enseignement supérieur et le maillon faible au niveau de l'histoire, l'un des maillons faibles, c'est la recherche qui n'est pas vraiment développée, voire inexistante. En dehors de quelques projets de recherche qui sont en cours avec des partenaires nationaux et internationaux, il n'y a plus rien. Donc on doit se réorganiser. Et dans mon programme, j'ai prévu de mettre en œuvre un système qui permet d'organiser la recherche au niveau de l'histoire à travers la définition d'au moins de deux programmes de recherche avec des coordinateurs à leur tête et avec des équipes qui les accompagnent pour, disons, travailler à être compétitif par rapport au financement qui existe dans le marché national mais aussi international, avec des partenaires de la recherche, du développement au niveau national comme à l'international pour gagner des projets et des financements. Et aussi dans le plan stratégique, il est prévu vraiment un volet important pour le renforcement de la recherche. Et nous attendons également la mise en place prochaine d'un grand laboratoire ici financé par PZSUP. Et ce laboratoire-là permettra également, avec ce qu'on va faire au CAP, de relancer la recherche. Relancer la recherche, ça va avec augmenter la production et donc les recettes propres. Et les recettes propres sont importantes et on attend en fait d'ici 2017 qu'une bonne partie de notre budget soit prise en charge par les recettes propres produites par l'histoire. Et les autres institutions, ça c'est une dynamique nationale. Voilà, l'un dans l'autre, je pense que nous devrons travailler à faire des projets de recherche, mais aussi de développement, capables de faire renaître le CAP, de créer des recettes, de permettre aux étudiants d'avoir un cadre idéal d'application pratique. Et tout ceci devra demander beaucoup d'efforts et beaucoup d'engagement des uns et des autres. Donc encore une fois, je reviens à cette idée en fait de participation de tous, après avoir défini les objectifs et planifié les activités, que tout le monde s'engage, que tout le monde s'engage dans la recherche de moyens, que tout le monde s'engage dans la mise en œuvre, qu'une évaluation, un système d'évaluation soit mis en place, que les correctifs nécessaires soient apportés pour qu'on garde la ligne. À travers les éléments que j'ai donnés, j'ai pu montrer que l'histoire doit être dans une nouvelle dynamique, plus conforme avec les orientations actuelles de l'État du Sénégal, à savoir fonder notre développement sur le développement de l'agriculture. C'est difficile d'émerger sans une agriculture productive, compétitive et durable. Et l'ISFA, comme toutes les écoles de formation, doivent en être le fer de lance en mettant sur le marché des produits de qualité, capables de prendre en charge ces politiques de l'État et capables aussi de s'insérer et d'augmenter la production et la productivité. Ce que je peux ajouter, c'est que fondamentalement, l'ISFA doit être au cœur en fait de ce processus-là, puisque étant la doyenne des écoles de formation supérieure en matière d'agriculture au sens large. Donc, pour changer cette face de l'histoire, pour avoir le renouveau de l'histoire, nous devons, et nous croyons à ça, appliquer le plan stratégique, qui a été le résultat d'une réflexion partagée entre toutes les composantes de l'histoire, mais également avec l'input des partenaires extérieurs de l'histoire et tout ce qui concerne le développement de l'histoire a été décliné et chiffré en termes de budget. Et donc, nous espérons, comme je vous l'ai dit, avec l'accompagnement des autorités de la tutelle, bénéficier de l'appui nécessaire pour le financement de ce plan stratégique. Mais nous devons également être très prospectifs, très agressifs, en cherchant des partenariats dans le privé. Et là également, j'attends en fait la participation de tous, des étudiants, des PAS et des enseignants. Ce n'est pas seulement du ressort
l'administration qui doit piloter le tout. Mais tout le monde doit comprendre la mission, tout le monde doit comprendre un peu les exigences de l'heure et s'investir. Et je crois que les étudiants ont montré qu'ils sont capables en fait de drainer des financements vers leur institut, vers leur université, vers leur école. Les étudiants de l'histoire sont invités à s'engager dans cette voie-là. La voie de la prospection vers les entreprises, la voie de la vente de notre plan stratégique vers les entreprises pour mettre en œuvre en fait finalement ce plan stratégique-là quinquennal. Et en mettant en œuvre le plan stratégique, fondamentalement, on change la face de l'histoire. C'est pourquoi ce sur quoi il faut insister aujourd'hui, c'est la mise en œuvre du plan stratégique. Voilà un peu ce que je peux dire à Babacar Diouf, tout en lui réitérant mes remerciements. Et le dernier étudiant, qui est de la 51e, je ne l'ai pas aussi bien connu, mais déjà, je le remercie aussi pour son témoignage et ses encouragements. Et je pense que sa question aussi tournait autour du CAP. Et le CAP, c'est une préoccupation que nous partageons, je viens de le dire, et nous travaillons du mieux qu'on peut pour que la situation du CAP puisse changer. Et encore une fois, nous attendons également l'implication de ces étudiants de la 51e et comme les autres pour qu'on relève ensemble les défis du développement du CAP. Donc vous me permettez tout d'abord de rendre grâce à Dieu qui m'a donné la chance de travailler pour cette école depuis 1970. Cela fait 46 ans durant. Je vous remercie également de l'opportunité que vous m'offrez pour parler de votre directeur, de notre directeur, parce que je suis encore là. Donc, en l'occurrence, M. El Hadji Faye, de mon humble avis, je pense que je peux parler de lui, parce que je le connais. Je l'ai connu en tant qu'étudiant. Je l'ai encadré comme je vous encadre aujourd'hui. Je l'ai connu en tant qu'enseignant-chercheur, en tant que chef de département de production forestière et aujourd'hui en tant que directeur. Voilà, j'ai eu ce plein succès. Et cela dit, c'est peut-être aussi l'occasion de vous dire que El Hadji Faye, c'est un pur produit de l'histoire. Parce qu'il est étudiant, il était étudiant ici, il fait partie de la 27e promotion de l'école. Si vous vérifiez dans les archives, il est l'étudiant diplômé numéro 869 de la section Eaux et Forêts, premier de sa promotion, filière forêt. Ça je peux le dire parce que j'ai les archives avec moi et ça se vérifie. Bon, par rapport à l'homme, c'est que c'est un homme intelligent. Il est intelligent, il est correct, il est travailleur et malgré ces titres académiques qu'il a pu acquérir durant son cursus, il n'a jamais changé de comportement. Il a été toujours correct, respectueux envers les gens. Ça, je peux l'affermir. Je disais que c'est une chance pour l'école. Parce que quand même, il est en terrain connu. D'ailleurs, c'est pour ces raisons qu'il n'a pas éprouvé beaucoup de difficultés pour retrouver ses marques. Vous voyez, il est en train de travailler pour améliorer les conditions d'hébergement, les conditions d'existence, j'allais dire, et de travail. Aussi bien pour les étudiants, pour les pères que pour les professeurs. Donc je crois que pour un départ, c'est très important.
Et c'est très visible aussi ce qu'il est en train de réaliser. Bien qu'il n'ait fait que quelques semaines ou quelques mois depuis son installation. Donc je disais que c'est une chance pour nous, parce que je pense qu'il sait ce qu'il doit faire. Où il doit le faire, quand il doit le faire, et comment il doit le faire. Ça, je pense. Et si on est tous soudés autour de lui, pour l'aider, parce que quand même, il faut qu'on l'aide, étudiants, pères, partis, que tout le monde reste autour de lui et puis pour travailler avec lui. Je pense que son souhait, c'est de marquer son passage. Parce que quand même, en tant qu'ancien étudiant ici, certainement dans son esprit, il veut, de manière très forte, à marquer son passage. Laisser vraiment un bon travail de manière indélébile qui va rester. Parce qu'en fait, Dieu merci, il a quand même gravité au niveau de l'histoire, tous les échelons. Donc je lui souhaite beaucoup de réussite. C'est l'occasion pour, avant de terminer, je ne vais pas me laisser partir comme ça sans vous adresser quelques mots. Donc, je le dis solennellement à tous les étudiants. Pas en tant que chef de scolarité, je ne sais pas. En tant que parent, en tant que père, en tant qu'oncle, en tant que frère. Vraiment, je pense qu'on doit s'unir autour de l'essentiel. Et je vous prie de reprendre le chemin des enfants. Et de donner le temps au temps. Et pour qu'ils puissent vraiment, de manière sereine, de manière très calme, et qu'ils puissent vraiment dérouler tout ce dont il a besoin pour gérer son passage ici. Je pense que vraiment, sur ce plan, je parle en parlant parce que je sais que c'est un homme intelligent, je l'ai dit, ouvert, et il est très pondéré. Donc pour l'aider, il vient tout juste de démarrer. Je prie, en tant que parent, j'ai dit, pas de chef de scolarité, mettons ça de côté, mais en tant que parent, de reprendre les chemins des enfants, de continuer la discussion. Tout ira, Inch'Allah. Je pense qu'avec votre aide, avec votre appui, il sera un bon directeur. Je vous remercie. Voilà, c'était M. Mayaï, un doyen de l'Institut. Nous vous laissons à travers ce bureau de revenir sur les éclaircissements s'il y en a, sinon vous avez le soin de vous adresser à votre administration. Merci beaucoup. C'est avec plaisir que j'ai écouté vraiment de façon très concentrée et très intéressée le témoignage et le discours de Doyen Baïniaï, qui, je me le rappelle et je le confirme, nous a encadré ici en tant que jeune étudiant, le nouveau bachelier, et par la force des choses et du soir, nous sommes revenus ici en tant qu'enseignants, puis diriger cet établissement. Nous sommes encore avec vous et nous souhaitons que cette collaboration continue encore longtemps parce qu'il en a encore la solidité, il en a de qualité et il a toute l'expérience nécessaire pour continuer à accompagner l'administration à
accompagner les étudiants. Je vous remercie également pour tous les mots très positifs et très gentils qu'il a prononcés à mon endroit. Et je souhaite vraiment que tout le bien qu'il attend de moi, tout comme tout le bien que les autres composants attendent de moi, ne soit pas déçu, et que Dieu nous assiste tous à relever les défis, à accomplir notre mission dans la paix, la stabilité, la fraternité, et qu'on laisse en fait une marque ici au niveau de l'établissement. Parce qu'enfin, c'est ça qui est le plus important. Nous passons et les autres vont venir, et nous devons garder la même ambition de faire de l'ISFAR l'une des meilleures écoles, sinon la meilleure école de formation agricole et rurale du Sénégal. En tout cas, je le réitère ici, c'est ça ma vision de l'ISFAR. C'est une école visible dans le concert des écoles de formation, mais également des instituts de recherche au niveau national. Et cette visibilité pourra se faire à travers des points possibles. Pour être visible, il faut d'abord exister. Il faut exister en tant qu'entité qui accomplit une mission régalienne pour l'État du Sénégal. Il faut être reconnu par ses pairs. Et la reconnaissance par les pairs, pour moi, n'est rien d'autre que la reconnaissance par les autorités de régulation et de surveillance de la qualité de l'enseignement supérieur au Sénégal, c'est-à-dire l'ANAQ-Sud. Nous devons être accrédités, faire accréditer tous nos programmes à travers l'ANAQ-Sud. Nous devons également avoir une équipe d'enseignement, de chercheurs, de qualité, inscrits dans une dynamique de reconnaissance également par le CAMES, et capable de compétir avec les autres équipes dans les différents portefeuilles qui existent pour la recherche au niveau national comme à l'international. Nous devons également être visibles à travers notre capacité de monter en puissance. Notre capacité de monter en puissance est extrêmement importante parce que c'est ça les orientations des autorités du pays. Monter en puissance ne pourra pas se faire sans difficulté, ne pourra pas se faire sans mesure d'accompagnement. Mais il reste constant que nous devons monter en puissance si nous voulons rester visibles, si nous voulons continuer à exister. Et monter en puissance, c'est vraiment former le maximum de jeunes Sénégalais ambitieux et déterminés à développer leur vocation de spécialistes en agriculture au Sénégal. La compétition sera rude dans quelques années et nous devons tout faire pour ne pas être en fait les derniers. Nous devons tout faire pour être les premiers. Nous en avons l'expérience, nous en avons le vécu, nous en avons les capacités. Et nous demanderons aussi aux autorités de nous accompagner dans cette stratégie, dans cette dynamique de montée en puissance. Et cette montée en puissance ne peut pas se faire sans une administration concernée, une administration engagée, une administration réactive, une administration qui prend à bras le corps toutes les questions relatives à la vie de l'école. Et une administration qui met en avant l'esprit de concertation en amont. Et une administration qui, après les concertations, prend les décisions les meilleures, et une administration, après les décisions, met en œuvre de la façon la plus efficace et la plus efficiente possible. Et je sais que les membres de l'administration, dans leur globalité, sont vraiment motivés, sont déterminés à nous accompagner. Nous faisons un appel donc à l'endroit de cette administration-là pour
donc prendre à bras le corps donc, le programme que nous allons mettre en place et que nous commençons déjà à dérouler à travers des mesures urgentes que nous pensions être vraiment importantes à prendre pour améliorer tant soit peu les conditions de travail et les conditions d'études et de séjour en fait des étudiants. Alors c'est un peu cela que je voulais ajouter, tout en réitérant donc à l'ensemble de l'équipe administrative et à l'ensemble des composantes de l'histoire mon engagement et ma détermination à faire avancer l'histoire, à rendre l'histoire vraiment visible dans le concert des écoles de formation agricole et rurale du Sénégal. Voilà. Merci, docteur. Nous sommes en termes de notre entretien. Votre mot de fin est Le mot de fin, c'est un mot de satisfaction d'avoir reçu des témoignages très favorables des différentes composantes de l'histoire, en tout cas des composantes qui se sont exprimées. Et je réitère mes remerciements à leur endroit. Et cet état de fait me renforce donc dans la conviction que j'ai que nous avons une contribution significative à apporter dans la trajectoire de l'histoire. Et une trajectoire que nous voyons ascendante plus que tout autre institut au Sénégal. Et j'ai bon espoir qu'avec la lecture du sens de l'histoire que chaque composante de l'histoire aura à faire de la situation actuelle, je n'ai pas de doute que nous allons relever tous les défis. Et je n'ai pas de doute non plus que nous aurons, avec l'engagement de tous, l'accompagnement de la tutelle, mais également l'accompagnement des entreprises publiques et privées du Sénégal dans notre programme, dans notre mission de développement, disons, continu de notre nation. Et pour finir, je vous remercie également, les membres du club, pour cette initiative qui consiste donc à communiquer et à recueillir en fait l'avis et la réflexion du directeur de l'histoire. Je vous remercie. Merci beaucoup. Le désir de servir l'histoire, mais aussi notre engagement à vous accompagner au cas nécessaire. Merci encore une fois. Merci.